B. Mais tout de suite, le dossier. C'était la période des années folles, prospérité, bonheur. Cette année-là, en 1929, l'été indien était sublime à New York. Mais tout d'un coup, en octobre, la confusion se transforma en frayeur. À l'intérieur du pays règne la tranquillité et la satisfaction. Nous venons d'atteindre le record du nombre d'années de prospérité. À l'extérieur règne la paix et la bonne volonté. Ainsi s'exprimait le président Coolidge le 4 décembre 1928 dans son message au nouveau Congrès américain. Coolidge pouvait être fier de lui et de son pays. Les années 20 furent en effet une bonne époque pour l'Amérique, même si les riches s'enrichissaient plus vite que les pauvres ne devenaient moins pauvres. La production et l'emploi étaient élevés et ne cessaient d'augmenter. Et en dépit de quelques tensions sociales, le capitalisme américain se trouvait dans une phase active. Les établissements industriels naissaient comme des champignons et faisaient de gros bénéfices. Bref, c'était une époque favorable pour faire des affaires. Et s'enrichir le plus rapidement possible pour le minimum d'efforts devenait le sport favori de spéculateurs à qui tout semblait réussir. 1928 fut la dernière année où les Américains se montrèrent pleins d'entrain et absolument heureux. Le futur président Hoover, alors secrétaire d'État au commerce, fut un des rares à voir venir la crise. Il y a des crimes, dit-il, en parlant des spéculations dès 1925, bien pires que des assassinats, et pour lesquels des hommes devraient être punis. La catastrophe surgit dès le début de l'automne 1929. L'indice de la production baissa, puis le marché financier s'écroula. La confiance ne s'est pas désintégrée immédiatement. Il y eut d'abord de mauvaises journées, puis des bonnes, puis de nouveau de mauvaises. L'Amérique croyait à ses banquiers, Rockefeller, Morgan, Mitchell. Le jeudi 24 octobre fut très mauvais. Ce jour-là, plus de 13 millions d'actions changèrent de main à des prix qui brisèrent les rêves de ceux qui les possédaient. Ce fut le jeudi noir. Dans les salles boursières à travers le pays, le télétype parlait d'un effondrement effroyable. De plus en plus de gens cherchaient à vendre. Les jours suivants, ce fut encore pire. Le mardi 29 fut le jour le plus dévastateur de la bourse de New York et peut-être aussi dans toute l'histoire des bourses. Vers 11h, le marché dégénéra en une marée folle pour vendre. Vers 11h30, il s'abandonna à une frayeur aveugle. On bradait à n'importe quel prix. La panique s'étendit bientôt à toutes les places boursières. Il fallut attendre la mi-novembre pour que le marché se stabilise. Ce n'était qu'un répit. La crise commença à s'installer, puis s'internationalisa. La grande presse titre sur l'effondrement. Le New York Times en fait son accroche, mais n'imagine pas encore le pire. Comme ses confrères, il évoque la décision des banquiers d'enrayer le phénomène et d'arranger les choses. Rockefeller déclare à la presse « La situation du pays est fondamentalement saine. Mon fils et moi avons depuis quelques jours acheté des actions solides. » La déclaration est applaudie. Seul un humoriste ironise. Bien sûr, mais qui d'autre avait de l'argent? En Europe, on suit avec inquiétude l'évolution du marché. Mais c'est en France, et particulièrement par le Figaro, que le krach sera suivi avec la plus grande attention. En première page du journal, il deviendra le feuilleton de l'automne. Alors Jacques Marseille, l'histoire de cette crise a commencé en octobre 29. En gros, le jeudi 24. Est-ce que c'était un coup de tonnerre dans un ciel serein en Amérique au cours de cet été si beau? Ah oui, tout à fait. Vous savez qu'il y a un vieux dicton boursier qui s'est vérifié une nouvelle fois qui dit « Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel ». Alors les krachs boursiers, il y en a toujours eu dans l'histoire, mais celui-ci a été spectaculaire. Alors il a commencé le mercredi 23 octobre. Il s'est accéléré le fameux jeudi noir, que nous en France on a appelé le vendredi noir, parce qu'on a eu la nouvelle le lendemain.
Et puis enfin, le mardi noir, le mardi 29. Alors, pour donner un peu l'ampleur du désastre, en l'espace d'une journée, le mardi 29, les gains d'une année ont été annulés. Et entre 1929 et 1933, ce sont les gains de 10 années qui ont été annulés. Donc le krach a été vraiment spectaculaire. Il a été spectaculaire parce qu'une grande partie des actions étaient achetées à crédit. C'est-à-dire que, par exemple, vous vouliez acheter une action de 100 $, vous mettiez en avance 10 $ et vous empruntiez 90 $ à 8 ou 9% de taux d'intérêt. Alors évidemment, si l'action... Pourquoi tout a été échangé aussi vite et pourquoi cette perte de confiance? À cause de cela, parce que je veux dire que si les actions montaient plus que le taux d'intérêt, vous gagnez et vous empochiez la différence, mais quand les actions ont commencé à baisser, les gens qui avaient acheté à crédit ont dû vendre pour payer. Est-ce que tous les Américains avaient des actions en bourse? Non, très peu. Alors souvent, c'est ce que montrent les images. On a l'impression que tout le monde joue à la bourse. On disait que les chauffeurs de taxi, d'ailleurs, écoutaient en arrière quand ils transportaient un homme d'affaires pour savoir quels étaient les derniers cours. On disait aussi que des financiers se sont jetés en haut des gratte-ciels. Oui, ils se sont jetés. Il y en a quelques-uns qui se sont jetés. Et un peu plus tard. Mais je veux dire qu'il n'y avait que 1,5 million d'Américains qui avaient des titres sur une population de 120 millions d'habitants. Pour vous donner une idée, en France aujourd'hui, il y a 5 millions de Français qui détiennent des titres sur 55 millions d'habitants. Donc le nombre d'Américains qui avaient des titres et qui ont été ruinés par le krach boursier est finalement marginal. Alors nous allons voir avec vous maintenant en images les conséquences économiques de cette crise. Le krach boursier entraîna un effondrement économique. Après la déconvenue des banquiers, vint le temps de la stupeur. Les riches virent leurs revenus baisser, les usines débauchèrent, les entreprises licencièrent. La machine économique s'enraya. Chômage, crise de confiance, exclusion sociale pour une partie de la population qui n'avait jamais connu la misère. En fait, la crise boursière s'expliquait par la spéculation qui l'avait précédée. En 1929, l'économie américaine était fondamentalement malsaine. Beaucoup de choses allaient de travers. Mauvaise répartition des revenus, structure déficiente de société, mauvais système bancaire et état incertain de la balance commerciale. Les coûts portés à la baisse du pouvoir d'achat firent le reste. Le typhon qui s'échappa de la cité de Manhattan atteindra le monde entier. La France subit de plein fouet la crise dès 1931. Devant la débâcle monétaire, elle resta attachée à la parité or de sa monnaie. Refusant la dévaluation, elle fut obligée de peser sur les prix et sur les revenus en limitant les dépenses publiques et en procédant à des baisses plus ou moins autoritaires. L'économie mondiale entrait dans la spirale infernale. Effondrement de la consommation, baisse générale des prix, effondrement des échanges internationaux, moins 80% en 32-33. Accumulation des stocks des produits manufacturés, des matières premières. À leur tour, les pays non industrialisés voient l'effondrement des cours de leurs produits agricoles, leur seule richesse, tels le café au Brésil ou la canne à sucre à Cuba. Partout, la crise nourrissait la crise. Alors ce joli petit dessin animé américain le montre bien. Il pourrait être soviétique. Il pourrait être soviétique. Était-ce une crise de croissance du capitalisme américain ou était-ce une crise de confiance dans l'économie? Je crois qu'il faut revenir un peu au krach. On a l'impression que le krach emmène la crise. Mais les premiers symptômes de la crise se produisent très tôt, je dirais dès 1928-1929. Par exemple, surproduction, la production automobile américaine qui avait été multipliée par 10 baisse à partir du mois de mars 29, donc avant le krach boursier. Et dès que le krach arrive, évidemment, bien sûr, la perte de confiance va s'accélérer. L'effet d'un krach, c'est pas mécanique. Je veux dire qu'il peut y avoir un krach boursier sans conséquences dramatiques sur l'économie. Je dirais le krach d'octobre 1987, par exemple, n'a pas eu de graves conséquences économiques. Oui, mais là, on le voit, la machine industrielle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée parce que, je veux dire qu'il y a eu une perte de confiance énorme. Parce que si, paradoxalement, ce sont les revenus les plus riches qui ont été frappés.
Ce que Galbraith dit dans un livre remarquable sur la crise de 29, c'est qu'une grande partie de la consommation aux États-Unis reposait sur les classes les plus favorisées. Oui, il dit que c'est la part de Lyon, d'ailleurs. Voilà, Les riches représentent la part de Lyon. Voilà. Par exemple, les logements, les résidences secondaires, les automobiles, la radio. Tous ces produits étaient achetés par les riches. Or, ce sont les riches qui ont été le plus frappés au départ par la crise. Donc, il y a eu un ralentissement de la consommation très fort. Mais Puis, que l'on voit apparaître avant 29. Une internationalisation aussi. Alors l'internationalisation, on a l'impression là encore que ça part des États-Unis et ça se propage dans le monde, mais les premiers symptômes de la crise, baisse des prix, faillite, ralentissement de l'activité, chute de la production, tous ces symptômes se manifestent en Europe à peu près en même temps au cours de l'année 1929. Donc le krach boursier n'est pas du tout responsable de la propagation internationale de la crise. Si vous voulez, on peut dire que la crise de 29, c'est une somme de crises nationales et non pas une crise d'origine américaine qui se serait répandue dans le monde. Alors, nous avons vu donc les mécanismes économiques de la crise. Nous allons maintenant constater comment cette crise s'installe dans la société et quelles répercussions elle a sur les gens. L'Amérique de 1933 comptait 13 millions de sans-travail, soit le quart de la main-d'œuvre disponible, 10% de sa population totale. En ces années-là, chômage signifie pauvreté. Très tôt, des travailleurs sociaux et des médecins attirent l'attention des pouvoirs publics sur les effets nuisibles du chômage sur la santé. Dans la nation la plus riche du monde et la mieux pourvue en ressources alimentaires, des hommes, des femmes, des enfants souffrent de malnutrition. Pour pouvoir manger, on est prêt à tout.